plat qui se mange sans sauce. Bon alors cette caisse de voiture étant arrivée chez moi entièrement démontée et avec des pièces sablées, on voit bien ce qui se passe, ça s'oxyde, hein, parce qu'il y a juste un truc très fin d'après dessus. Donc la caisse déjà là, bon bah elle est apprêtée, elle est tirée d'affaire. Le train arrière, ça m'a fait de la place de le remonter, en plus lui aussi. Bon bah je vais vous montrer ce que j'ai dû faire pour les ailes arrière et la malle arrière. Et oui, parce qu'au fur et à mesure où je remonte des éléments, bah, ça me permet de voir déjà ce qui me manque, parce que j'ai pas toute la visserie, et puis surtout de faire de la place, hein, parce que là, il faut vraiment que je me regroupe, parce que j'ai des pièces de traction partout, je sais plus où donner de la tête. L'opération carrosserie avait commencé au début où la traction est arrivée chez moi. Hein. Bon, pendant que les ailes arrière sont fixées sur la traction, je vais en profiter pour faire un petit peu de carrosserie dessus. Alors déjà, j'ai mené toutes les points de soudure qui avaient été faits pour limiter les trous d'oxyde. Là aussi. Donc là, c'est meulé les soudures. Ici, j'ai meulé les soudures parce que la personne ne comptait pas remettre de sabots sur les ailes. Moi, je vais repercer et je compte bien refixer des sabots. À l'arrière gauche, le feu arrière est en bas de l'aile, au niveau de la plaque minéralogique. À l'arrière droit, sur les modèles des années 50, il est un peu plus haut. Donc moi, je compte reboucher ces trous qui fixent le feu pour en remettre un au même niveau qu'à l'arrière gauche. Ça fera plus ancien et je trouve que c'est plus joli. Alors, presque toutes les tractions à malle plate sont sorties avec le feu arrière gauche à peu près à 50 cm du sol sous la plaque d'immatriculation. Les feux arrière droit dans les années 40 étaient à peu près au même niveau, de l'autre côté, en face. Et la mienne étant de 1952, le feu arrière droit est 10 cm, 15 cm au-dessus. Voulant le supprimer pour donner un air plus ancien, il va falloir normalement que je bouche les trous de fixation de ce feu. Mais tout compte fait, je vais garder cette aile-là déjà percée pour une traction des années 55. Dans mon bric-à-brac, j'ai retrouvé une aile presque toute neuve qui, elle, n'a aucun perçage. Je vais donc tout de suite l'essayer sur la traction. Pour fixer mon sabot sur mon aile arrière, je dois percer 3 trous pour que ce dernier soit vissé sur cette aile. Je prends donc un forêt de 5,5 qui fait pile le diamètre des trous du sabot. Je présente mon sabot. Je m'assure qu'il joint bien partout sur l'aile. Voilà. Et juste pour marquer l'endroit où je dois percer, le forêt va être guidé par les trous du sabot et il va marquer l'aile. Là c'est marqué. Alors j'aurais peut-être dû prendre une presse, fixer le sabot. Voilà. Pareil ici. Voilà, pas plus, c'est juste pour marquer. Maintenant que j'ai un marquage, j'enlève le sabot et je sais où est-ce qu'il faut que je perce sur mon aile. Les trous étant marqués sur mon aile, je prends un forêt plus petit. De 2 mm. Et ce coup-ci, je perce définitivement. Bon, là, c'était déjà percé. Je tourne au même endroit. Là aussi. Je peux donc présenter maintenant mon sabot. Et vis. Alors, c'était déjà percé à ces endroits-là, apparemment.
Voilà, maintenant je vais pouvoir enlever mon sabot. Les trous sont pré-percés et je vais préparer mon aile. Alors attention, il ne s'agit pas de percer, il s'agit juste de marquer les emplacements où il faut percer. Voilà. Voilà. Ah, troisième. Maintenant, je vais percer plus petit. J'enlève mon sabot. Je peux donc maintenant percer avec un forêt beaucoup plus petit. Voilà. Je pourrais visser mon sabot d'aile à cet endroit-là. À cet endroit-là, on voit bien, il y a un petit défaut, il faut le rattraper. Bien, j'ai commencé à appliquer un cinto sur les bosses de mes ailes. Maintenant, il va falloir que je le ponce au gros grain pour éliminer le plus gros des défauts. Je pourrais utiliser une cale plate pour m'aider. Seulement, bon, on remarquera tous que l'aile est ronde. Je ne vais pas utiliser la cale à poncer qui est plate. Et pour ce faire, j'ai récupéré aux encombrants des morceaux de bois de divers meubles. J'en ai découpé au bon endroit. Ça va me faire des cales rondes pour pouvoir poncer l'aile. En effet, si j'utilisais une cale plate comme celle-ci, je risquerais de recreuser là où il y a des creux dans la carrosserie et de virer tout le cinto que j'ai mis, ça serait inutile. Donc pour enlever les plus gros défauts que j'ai fait, je vais commencer avec un gros grain du 36. Je mets ma cale dessus, comme ça. Alors après ponçage, il me reste encore quelques petits défauts. Il va falloir que je remette un petit cinto dessus pour finaliser. Et je poncerai avec un grain beaucoup plus fin. Alors le cinto, tout le monde connaît. Donc je vais m'en prendre une petite louche. Voilà, j'ai des couteaux à mastic qui sont en caoutchouc. C'est plus pratique sur les parties rondes. Comme sur l'extraction, il y a beaucoup de ronds. Donc là, j'en ai pas besoin d'énormément, hein, c'est juste pour la finition. Un tout petit peu de durcisseur, voilà, une goutte, ça suffit. Maintenant, il faut bien le mélanger avec son durcisseur. Voilà. Une fois ça fait, on va utiliser le produit qu'on va bien étaler. Voilà, comme ça, aux endroits qu'il faut. Pour la finition. Bon, en attendant que les cintos sèchent, je vais poncer une autre pièce de carrosserie, puisque de toute façon, toute la voiture est à poncer entièrement. Alors, avec un gros grain de 36, je vais donc, avec une petite cale arrondie, commencer à retirer le plus gros du cinto que j'ai rajouté. Je vais donner un coup avec le rond de ma main. Voilà. Histoire de bien égaliser. Et maintenant, je vais égaliser, finir avec un grain beaucoup plus fin. Voilà, il ne me restera plus qu'à apprêter. Alors évidemment, bien poncer au gros grain les endroits oxydés. Les traiter avec un anti-rouille. Comme j'ai l'intention d'installer ces feux-là à l'arrière de la traction, il va falloir que je transforme un peu le support de plaque arrière. Heureusement pour moi, j'en ai une deuxième qui est dans un état pas terrible, ça va me permettre de faire cette transformation. En effet, si je vise directement le feu sur le support de plaque, il éclaire vers le haut. Il va falloir qu'il soit tout droit. Voilà donc le support de plaque que je dois modifier pour poser ce feu-là.
Je vais donc faire un patron en carton. Voilà, que je vais présenter. Ça va me permettre de tracer sur une tôle et de le faire en tôle. J'ai trouvé de l'acier d'1,5 mm d'épaisseur, donc je m'en suis découpé un morceau. J'ai commencé à former. Toujours utile d'avoir un tas de ferraille. Avec le patron en carton que j'avais fait, j'ai commencé à former la tôle. Là on voit, j'y ai déjà soudé 2 vis. J'ai fait un premier pli. Maintenant je vais la présenter. Avant de percer mon support, je présente mon feu pour voir si j'ai bien tracé au bon endroit et qu'il ne frotte pas sur l'aile. Ayant contrôlé la position de mon feu sur la voiture, je pointe. Et je perce. Et maintenant, au fur et à mesure, je vais agrandir le trou pour le passage du faisceau électrique. Bon, les perçages ainsi réalisés, il me reste encore un pli à faire pour recevoir l'angle de la plaque minéralogique. Je le repère. Je place ma pâte à plier dans l'étau, juste dans le repère. Voilà. Voilà. Je vais voir si ça colle. Je présente mon support sur ma traction. Alors je vais repérer le dernier endroit où il y a un perçage à faire. Voilà. Pointage. Donc on perce au bon diamètre. Donc le support de plaque de traction étant trop grand avec le nouveau feu, celui que je dois modifier, je vais le scier toute la partie déjà qui était abîmée et qui va gêner de toute façon. Donc tout de suite j'ai bavure, ça va éviter de me blesser quand je vais continuer de travailler sur la voiture. Donc là où j'ai coupé, je vais essayer de refaire le même pli qu'il y a en continu sur tout le support de plaque. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, en le coinçant entre deux tôles, comme ça j'arrive à faire quelque chose de bien droit. Là au milieu par contre, il faut que je change de projet puisqu'il y a mon support qui passe. La partie où passe mon support de plaque modifié, je vais la replier d'abord au marteau. Puis après, je peux la finir à l'étau, parce que ça tombe vraiment bien. Ça n'est pas coutume. Voilà, c'est impeccable. Je vais mettre 2 petits points de soudure dans les angles. Alors pour des petites soudures dans les angles comme ça, avec un gros fer à souder et de l'étain qui font bien, ça peut se faire. Voilà. Tout de suite ça va prendre.
Voilà, ça obstrue bien l'angle. Comme ça, c'est bien pris. Normalement, maintenant, je présente d'abord le support que j'ai fabriqué. Je vais le fixer. Alors, le feu arrière. Son cabochon. Le support de plaque modifié. Bon, maintenant que le côté gauche est positionné, pareil, il faut que je fixe celui-là à droite, au même niveau que celui-là du feu gauche. Bien, le résultat n'est pas trop mal, mais il me manque un élément important pour pouvoir finaliser, c'est le pare-choc arrière. En effet, mon feu peut très bien être un petit peu trop bas, mais grâce au support que j'ai fait en le modifiant, je pourrais le remonter de 2 cm. Du coup, ça m'empêche de pouvoir fixer le feu arrière droit. En effet, suivant cette modification, il va falloir que je positionne différemment. Bon, l'aile arrière droite qui est presque neuve, comme j'avais dit, hein, parce que sinon, comme aile arrière droite, j'ai aussi celle-là. Mais là, je dois reconnaître, il va y avoir un petit peu plus de travail pour la redresser, celle-là déjà, et la remettre en état. Donc, je vais m'attaquer à celle-là. Après brossage, ponçage, bon, elle a déjà été un petit peu blacksonnée, hein, mais malgré tout, il va falloir que je la traite à l'intérieur et que je fasse peut-être quelques petites réparations, par exemple à ce niveau-là, ou encore ici. Alors pour commencer, pour ces réparations-là, eh ben, il va falloir décaper le métal à blanc. Alors une fois les soudures effectuées, je leur applique un bon coup de framéto sur mon aile, enfin de l'anti-rouille. Bon, les parties à peindre des ailes, je les apprêterai au pistolet. Mais par contre, tout ce qui est à l'intérieur, qui sera traité à l'anti-gravillonnage, je peux y mettre un apprêt basique au pinceau, puisqu'après, je mettrai de l'anti-gravillonnage. En effet, une couche d'anti-gravillonnage tiendra mieux sur un support comme de l'apprêt que directement sur l'acier. Le traitement de la dernière aile arrière. Mes 2 pièces de carrosserie étant ainsi préparées, je vais les souffler pour bien les dépoussiérer. Une fois soufflé, je prends un petit peu de diluant dégraissant que je mets sur un chiffon et comme ça je vais les dégraisser complètement, au cas où il y a un peu de gras quelque part. Du coup, je les ressouffle une deuxième fois. Mes éléments de carrosserie ainsi préparés, je peux me mettre à apprêter.
Bon, maintenant je vais laisser mes éléments apprêtés sécher et après je vais les blacksonner. Donc pour éviter d'envoyer de l'antigravillonnage à l'extérieur de mes ailes que j'ai apprêtées, je les ai cachées avec du papier. À des endroits de l'aile, il y a des renforts. Je n'ai pas pu poncer derrière, ni envoyer vraiment de la peinture. Je vais donc y mettre une goutte d'huile. Ça empêchera que ça s'oxyde. Voilà. Et maintenant, je commence l'antigravillonnage. Et oui, une fois les pièces de traction sablées, il faut les apprêter et les blacksonner pour éviter qu'elles s'oxydent. Les protéger, quoi. Pas les laisser à la carrosserie nue en tout cas. Alors en même temps que les deux ailes arrière, j'en ai profité pour apprêter la jupe et la malle arrière. Alors ces deux pièces étant vraiment saines, hein, je n'ai pas vraiment fait beaucoup de vidéos dessus, quoique je viens de m'apercevoir qu'hélas, et bah par exemple sur la malle arrière, ça, la soudure électrique là, à l'usine ça a dû rater. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah ici là, juste là, à cet endroit là, on voit bien, il y a une fissure là. Là, la carrosserie fissure, donc il va falloir que je soude à cet endroit là. Et puis également, tiens, celui-là aussi, tiens, voilà. Ça doit être une maladie sur les malles plates, sans doute. Ça fissure à ces endroits-là. Il faudra donc que je reponce et que je fasse 2 petits points de soudure. Alors, comme vous le savez, plusieurs passionnés avaient déjà commencé cette voiture et, par chance, j'ai toutes les ferrures des pare-chocs et ils me les avaient déjà sablées, préparées, peintes. Alors au niveau de la visserie, c'est vrai que j'ai pas grand chose pour la carrosserie, mais c'est pas grave, parce que les voitures d'aujourd'hui, hein, comme les... Tiens par exemple ça, on voit, c'est des vis de Twingo, c'est du 8 par 125, et c'est la même chose, à part qu'au lieu d'être en clé de 14, ça sera en clé de 13. Et en plus, l'avantage, c'est que maintenant, les rondelles sont dessus, font partie des vis, quoi. Donc pour fixer mes ferrures de pare-choc sur ma caisse, j'ai déjà préparé donc des vis hein, de 8 à 125 avec des écrous comme ça. Là, moi je trouve que c'est super comme ça, c'est pas mal. Et pour fixer les ailes, bon, moi j'ai dû me procurer des rondelles de 8 par 40. Hein, c'est des rondelles de carrosserie, ça tient bien à la carrosserie. Bon alors pour cette traction là, donc j'aurais pas trop de difficultés à préparer les ferrures, hein, parce que sinon évidemment on peut les avoir comme ça. Hein. Allez hop, 3 vis. Pas mis au bon endroit. Les 3 écrous. Pareil de l'autre côté. Et juste un petit coup de serrage à mes 6 boulons. Quatre boulons pour la jupe arrière. Alors je sais pas du tout si c'est ça hein, par contre, mais ça ira très bien. Voilà, alors elle se glisse entre les deux ferrures. Ah, j'aime bien quand les rondelles sont incorporées comme ça. Allez, je serre mes boulons, les 4 boulons qui maintiennent la jupe arrière. Alors tout en ajustant cette dernière avec le profil de la caisse. Hein. Parce que cette jupe, apparemment, ça doit être une jupe qui est adaptable. Elle n'a pas été faite au 4 Javel, parce qu'elle est vraiment toute neuve, je vois, qu'on m'a fournie. Et par contre, c'est là que je m'aperçois que je vais pouvoir me permettre de faire la liste de pièces qui me manquent. Là, il y a un joint qui vient ici, que je n'ai pas. Donc là, il faut que je fasse la liste en même temps des pièces qui me manquent. Alors du coup, je suppose qu'il y a une vis qui va là, comme ça, mais apparemment, bon, les trous n'ont pas l'air de correspondre tout à fait en face. Il va falloir peut-être que je reperce ou que je replace mieux ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est sûr qu'il est possible qu'il y ait des morceaux tordus, quoi. Alors pour fixer mes ailes arrière, bon, j'ai commencé à préparer ma visserie, là, j'ai mis un petit peu de gras dessus. Bon, alors pour les rondelles, là, vont les parfaitement ici, là, pas de problème. Hein, il y a que peut-être, tiens... à cet endroit-là, là, ce bout de l'aile, là, on voit bien,
Ah bah si, ça pourrait aller. Ah, quoique. Ici, là. Ici, là. Ah bah là, il va falloir que je la ratiboise un peu. Là, ça va gêner. Et ici aussi. On voit bien, ça dépasse. Du coup, pour mes deux ailes arrière, il va falloir que je trouve 6 rondelles que je vais modifier un petit peu. Alors, j'en prends 6. Je les mets dans un axe comme ça. Je les serre dans l'étau. Et maintenant, je vais découper ce qui gêne. Et ça fait 6 rondelles de rectifié pour mes ailes arrière. Et voilà de quoi fixer mes deux ailes arrière. Alors, muni d'une vis, une large rondelle, hop, je la place dans mon aile. Je vais la fixer tout de suite en haut. Voilà, j'ai 7 vis à mettre comme ça. Et à l'arrière, en bas de l'aile, c'est dans le coffre avec un écrou. Donc j'ai trouvé un écrou avec une rondelle intégrée, impeccable. Une fois les 7000 vis, hop, je vais pouvoir les rapprocher en joignant bien mon aile sur ma caisse. Voilà, surtout là. Ok. Bon, faut que je pense que de toute façon, ici il y a un jonc d'aile qui vient encore, que va falloir que je mette sur la liste de commandes d'ailleurs. Bon, pendant que j'y suis, je présente ma malle arrière. Alors, surtout qu'en plus j'ai les charnières, hein, mais regardez, aïe, 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 ah bah là, il y a un jeu plutôt important là. Alors, soit l'axe est usé, il me faut juste l'axe, sinon changer les charnières complètes. Bon, bah je vais déjà essayer d'extraire l'axe. Alors, j'ai retiré le petit clip, ce qu'il y avait là, mais malgré tout, c'est grippé dedans. Évidemment, on voit bien ça, même à la presse, au marteau, ça ne fait que de s'aplatir, mais ça bouge pas. Bon, allez, je coince ma charnière de magnéto et je commence par couper les têtes. Bon, alors après, hein, pas hésiter à prendre des loupes pour bien voir. Percer bien au centre de l'axe. Bon, alors là, j'ai percé un peu plus gros. Allez, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que là, j'ai bien pointé le centre. Un petit foret. Allez, pareil, hop, là je vais percer un peu plus gros. Alors, une fois le perçage pas mal entamé, j'essaye quelque chose tout de suite. Ah bah dis donc, ah ouais, ça tenait vraiment plus qu'à un fil, hein. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça tenait, parce qu'en fin de compte, c'est grippé dans cette partie-là, mais ça m'a l'air d'être grippé dans cette partie-là aussi. Oui, oui, oui. Bon, alors, je vous cacherai pas que j'ai quand même réussi à casser un petit foret, hein. Non, mais ça, c'est les risques, hein. C'est sûr qu'en faisant rien, on casse rien. Alors, maintenant, je vais percer, je dois être à 6, là, 6. Ah, ah, là, je crois que je suis arrivé à l'autre bout. Je risque de casser le foret, il faut que j'y aille doucement. Alors, je vais plutôt le prendre avec une pincetto et le ressortir comme ça. Voilà, là, parce que ça coince là-dedans. Bon, à force de percer et tout, ça a dû affaiblir, voilà, l'axe. Et maintenant, voilà. Le voilà. Alors, voilà, à force de le percer, je l'ai vraiment affaibli. Il était oxydé dedans, j'ai réussi à le sortir comme ça.
Alors, il me reste les autres bouts à sortir, hein, et puis la charnière de l'autre côté, pareil. Bon, bah pareil, hein, je perce de plus en plus gros jusqu'à temps que je frotte sur la partie extérieure de l'axe. Hop là, ah bah alors là, c'est bien simple, j'avais bien percé tellement bien au milieu que le bout de l'axe est sorti au bout de mon forêt. Formidable. Bon alors, grâce à ce forêt qui est vraiment du bon diamètre, je vais pouvoir me faire guider par le morceau d'axe que j'ai sorti, tomber en face de l'autre côté. Ah ah, je suis presque arrivé là. Voilà, à l'envers. Oula. Voilà, bah pareil, j'ai sorti le morceau d'axe de l'autre côté là. Ouf, et ben voilà une charnière de désaxé. Bon alors voilà comment j'ai réussi à sortir mon axe qui était complètement grippé de charnière de porte. Hein, c'est en perçant bien au milieu. Ça finit par le sortir et l'extracter de ces parties-là. Alors moi au début j'étais parti du principe qu'il était usé comme ça. Voilà. Hein, et en fin de compte, non. Il est cassé à 2 endroits. Ça fait un axe en 3 morceaux. Normalement, évidemment, il est comme ça. Alors, il faut savoir que c'est le même qu'il y a sur les charnières de porte. Bon, ben maintenant, il faut que je fasse pareil avec l'autre côté. Alors après, il faut prendre le temps de bien pointer au milieu. Voilà. Bon alors après, évidemment, il va falloir percer le plus droit possible, hein, au milieu sur la pointe, sur le pointage, le plus droit possible. Donc, le mieux, c'est de commencer à faire un trou, de regarder. On est bien au milieu. Bon, bah ça a l'air d'être percé au milieu, hein. Donc maintenant, on peut faire plus gros. Bon, évidemment, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Bon, j'essaye tout... Ah, bah il y en a un qui sort. Bon, celui-là, il est sorti. Allez, je retourne ma charnière, je la mets dans les taux de nouveau. Je vais essayer de sortir de l'autre côté. Ah, là, je vais percer un petit peu plus. Donc je prends un forêt de la taille au-dessus. Non, celui-là, il résiste bien. Bon, alors, je reprends encore un forêt de la taille au-dessus, mais là, je vais pas percer complètement. Ah! Et ben voilà, c'est sorti. Bon, alors, pour la partie comme ça, c'est bon. Maintenant, il me reste encore ce morceau-là.
Alors même chose, je repointe le centre et maintenant il faut que je perce le plus droit que possible. Bon allez, je prends 3 tailles au-dessus là parce que... Voilà, et petit à petit, avec des forêts de plus en plus gros... Et ben voilà, le morceau est sorti. Alors, c'est vrai qu'il faut prendre son temps de bien percer au milieu, et encore, on voit bien, là, je suis pas tout à fait au milieu, mais à force, évidemment, quand on arrive sur les bords, ce qui se passe, on voit bien, ben, j'ai pas agrandi le trou, du coup, hein, parce que le forêt arrive à sortir l'axe sans agrandir le trou ici. Bon, il y a de l'oxyde, de toute façon, c'est sûr, mais là, enfin, les charnières sont récupérées. Allez, un petit peu de nettoyage de pièces. Parce que là, on voit bien, il y a de l'oxyde à ces endroits-là. Faut que je vire tout ça. En attendant de recevoir mes axes de charnière, bon, là, j'ai 2 vis de 7 par 100. Ça me dépannera. Je crois que je pourrais les fabriquer avec les vis de 7 par 100, mais ça devient assez rare, les vis de 7 par 100. Je vais plutôt les garder. Allez, je remonte mes charnières sur ma malle arrière, ce coup-ci. Je rapproche les 6 vis sans véritablement les serrer, hein. Il y a du réglage. Alors je présente ma malle arrière avec ces 2 charnières. Et là j'avais préparé les 6 vis. Alors je les rapproche. Et ainsi, je vais pouvoir voir, voilà, ah, ça frotte ici, il faut qu'elle aille par là. Voilà, comme tous les trous sont à oblong, ben ça me fait du réglage un peu partout sur la malle, sur les charnières. Alors, autre problème aussi pour le réglage de la malle, là on voit bien en haut, ah bah là. Là, il n'y a pas d'écartement. C'est-à-dire que là, en fin de compte, ma malle arrière, on voit bien, elle est en train de frotter sur ma caisse. Et ça veut dire que comme il n'y a pas de réglage dans ce sens-là, on voit bien, les charnières sont comme ça. Ça veut dire que pour régler ça, il faut, ici il y a un pli sur la charnière inférieure. Et ben, il va falloir que ça soit plus droit. Le pli, l'angle est trop aigu. Voilà, on voit bien là. Une fois cet angle-là, là, sera un peu moins serré, et ben, automatiquement, la malle va redescendre. Je vais donc redéposer ma malle ainsi que mes ferrures. Voilà, alors je mets une règle bien à plat sur la surface ici. Je mets un bout d'axe et je fais comme ça. Voilà, là actuellement la mesure c'est 8 mm entre l'axe et le plat ici. Donc normalement il faudrait qu'il n'y ait que 5 mm, 3 mm en moins. Donc pour réduire cet angle là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, voilà, ma pièce dans l'étau comme ça. Et je vais tout simplement serrer l'étau. Comme ça, je vais réduire l'angle. Voilà, je libère ma pièce que j'avais mis en pression. Je la remets comme ça. Et je reprends la mesure. Comme ça. 5 mm 5, donc je vais essayer comme ça.
Quoi qu'avant, il faut que je fasse la même chose avec la pâte du côté gauche, parce que là j'ai fait l'équerre du côté droit, donc je remets ça. Et là j'ai regardé, c'est pareil à la flûte. Je mets un axe, pareil là. Je prends ma règle ici, voilà, et je vais prendre la mesure qui s'impose. Donc là j'ai 6 mm et demi, et c'est vrai que de ce côté-là, faut pas que je retire autant. 6 mm et demi, il faudrait que je retire 3 mm. Ça ferait 3 mm et demi. Je prends ma pâte, je la bloque dans l'étau. Peut-être un peu. Voilà. Voilà, et au fur et à mesure, comme ça, je vais trouver la bonne mesure. Au fur et à mesure, je vais trouver la bonne mesure, ouais. Ouais, j'ai descendu un petit peu, il faut que je descende encore. Bon, là j'ai... Oui, bah ça doit être bon, là, 4 mm, ça devrait aller. Je vais essayer comme ça. Je refixe donc mes deux ferrures. Allez, je représente la malle. Les deux axes. Voilà, ici ça donne ça, ici. Alors, celle-là, impeccable. Celle-là par contre, bah, je l'ai trop détordue. Il va falloir que je la redépose, que je la retorde. Et ça va être, c'est du réglage, donc c'est de longue haleine, et il faut chercher, il faut trouver les bonnes positions, quoi. Alors je viens de retordre ma ferrure, de la reposer, et ben là, et ben là, et ben là, c'est très bien. Voilà, la malle ne frotte plus nulle part, ça ferme nickel. Bon, alors après, ce qui va me manquer, là... Ah, bah ici, il y a quelque chose, normalement. Un câble. Et ça empêche que la malle, bah, justement, tombe par terre. J'ai un bout de chaîne. Voilà, il va falloir que je trouve aussi, c'est des axes. Ah, ça serait presque bien. Parce que le problème avec mon bout de chaîne, là, on voit bien, c'est que ça risque de relever la patte, là. On voit bien, là, le maillon, il se met dans ce sens-là, ça risque de la lever vers le haut. C'est pas bon, je vais faire quelque chose. Voilà, je coince mon maillon de chaîne dans l'étau, et je mets un axe, là, et voilà. Je vais donner une forme. Voilà. Ah oui, mais il faut que je rajoute cet axe-là, là, ici. Sinon, je pourrais plus le remettre après. Voilà, comme ça. Ah bah voilà, maintenant qu'il a la forme voulue, bah ça ne passe plus. Bon, je vais le limer jusqu'à temps que ça passe. Bon, une fois cela fait, ah bah voilà, comme ça c'est très bien. Bon alors normalement cette chaîne, entre les deux axes, il doit y avoir 280 mm. Bon bah moi, de toute façon, vu la taille des maillons, j'ai pas trop le choix, là je tombe à 272 mm. Bon bah pour 8 mm, ça ira bien. Hein. La malle arrière est à peu près saine, hein, faut reconnaître, mais on peut remarquer, c'est là donc, on voit bien là, ici. Bon alors ça, c'est dessoudé à ces 3 points de soudure électrique, là ils n'ont pas dû fonctionner. Ici, là, si on regarde bien aussi, c'est pareil, là, il y a une fissure ici, là. Là, on voit bien ici, là. Alors, de l'autre côté aussi. Est-ce que c'est un problème sur les malles plates ou quoi? Je ne sais pas. Là, c'est fissuré, celui-là. D'accord. Ça, celui-là, il tient. Celui-là, il tient. Et bah, celui-là, oui. Donc, on a fait le tour. Donc, il faut que je regarde tout ça. Bon, alors déjà, pour commencer, tous les endroits où il y a des fissures, il va falloir que je les ponce à blanc.
Alors pour les 3 points de soudure électrique là qui n'ont pas marché, vu que la tôle est très épaisse ici, là, où le pneu va s'appuyer, eh bien je vais retourner ma malle plate et plutôt percer ici où la carrosserie, la tôle est plus fine. Ah bah bravo. Bon alors j'aurais dû remettre des tubes là sur mon forêt, ça m'aurait évité de transpercer tout le coffre. Hein, parce qu'arrivé de l'autre côté, ça a poussé cette fameuse patte là qui était à peine soudée sur ces 3 points là, pas du tout. De l'autre côté par contre c'est à peine soudé, on voit bien, ça tenait à peine et du coup il va falloir que je fasse les 6 points de soudure. D'ailleurs on voit bien entre 2 pièces d'acier comment la rouille peut s'installer partout, c'est terrible. Alors une fois les soudures effectuées, bon alors c'est des parties qui se voient pas malgré tout, mais je vais avoir quelques petits excédents de soudure à retirer. Et voilà pour ma malle, où je pensais que j'avais remarqué, oui c'est vrai, pas grand chose à faire, hein, du tout. Alors voilà, une fois les soudures meulées, j'aurais pu qu'à réapprêter ces parties-là, que ça ne rouille pas, évidemment. Bon allez, la suite, au prochain épisode. Musique de fin.